Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler Erasmus, expérience à l'étranger, séjour à l'international, en tout cas c'est comme vous le souhaitez. Dans cette vidéo donc je vais répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser concrètement, ce qu'était Erasmus, quelles étaient les démarches à faire pour pouvoir y accéder, les inconvénients, les avantages, bref, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions et j'ai envie de dire, eh bien, on commence tout de suite. C'est un séjour d'études dans un pays étranger qui peut être donc européen ou bien hors Europe. Et donc là, tout va dépendre de votre université d'origine puisque chaque université va avoir ses partenaires et va proposer donc des destinations différentes. Ce stage ou séjour d'études va durer soit un semestre, soit une année. Et généralement, ce séjour d'études est disponible dès la 3e année de licence. Pour donc les gens qui font des licences de 3 ans. En sachant que dans certaines universités, on le propose dès la 2e année et c'était le cas notamment de l'université de Limoges. La plupart partent en 3e année pour s'assurer qu'ils aient quand même un niveau assez élevé dans la langue afin qu'ils puissent quand même se débrouiller tout seuls. Mais par moment, on peut aussi accepter en 2e année afin d'éviter aussi que tout le monde se retrouve à partir en même temps et qu'il n'y ait plus personne dans l'université d'origine. L'objectif principal de l'expérience Erasmus, donc, c'est de permettre vraiment à l'étudiant de s'approprier la langue en question et de développer des qualités qui vont lui être très utiles dans son parcours professionnel. Par exemple, être à l'aise à l'oral, avoir un esprit d'équipe, être autonome, être responsable. Donc ça, on verra que ça va faire partie aussi des avantages de l'expérience Erasmus. Donc tout d'abord, ça va dépendre en fait de s'il s'agit d'un séjour en Europe ou un séjour hors Europe. En tout cas, donc de manière générale, pour la procédure à réaliser, la première chose à faire, c'est penser à la destination. Donc là, il va falloir que vous vous renseigniez. Alors si c'est dans une université, normalement, vous avez toujours un référent international qui va être là pour vous guider et vous aider à trouver une destination qui vous conviendrait le mieux puisque on va avoir des destinations qui vont être proposées uniquement pour une licence particulière et qui ne vous seront peut-être pas accessibles. Vous pouvez proposer jusqu'à 3 vœux maximum. Premièrement, contactez votre référent international pour parler avec lui un petit peu plus des démarches. Vous allez devoir donc rédiger une lettre de motivation et envoyer votre CV auprès de l'université. En fait, d'abord, c'est l'université d'origine qui doit valider votre demande et voir si on peut vous laisser partir ou pas à l'étranger en fonction de vos notes. Alors, les résultats sont pris en compte, mais aussi forcément votre motivation. Si l'université d'origine, disons, vous donne le feu vert, dans ces cas-là, on passe à la prochaine étape qui est rédiger ce qu'on appelle le Learning Agreement, qui est un document dans lequel vous allez devoir renseigner tous les enseignements que vous allez suivre dans votre université d'accueil. Une fois complété ce document, vous aurez à rédiger un contrat des équivalences où là, vous devrez renseigner ce qu'on appelle littéralement donc les équivalences entre les matières que vous avez suivies ou du moins que vous aurez dû suivre dans votre université d'origine et celles que vous allez suivre dans votre université d'accueil. Pourquoi ce document ? Eh bien pour que votre université d'origine puisse finalement calculer vos résultats et justement à partir du système d'équivalence d'une matière à l'autre. Et ça donc c'est aussi la question des crédits pour pouvoir vous donner une moyenne qui soit juste en fonction donc des coefficients des matières. Donc ces documents-là, c'est à envoyer donc vraiment à la fin à votre université d'accueil et après donc l'université d'accueil vous dira donc si vous avez été accepté ou non.
Ensuite, donc concernant les aides financières, alors oui, c'est souvent une question qui revient. Si on a des aides financières, alors oui, évidemment, il y a des aides financières. La plus grande, c'est donc forcément la bourse, on va dire la bourse internationale, la bourse Erasmus+. Vous avez donc une bourse sur critères sociaux, donc là, ça va dépendre de l'échelon auquel se situent vos parents, si vous dépendez encore de vos parents. En fonction donc du salaire qu'ils percevront, vous recevrez une telle somme d'argent. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle l'AMI, donc c'est une aide à la mobilité internationale. Donc là, on vous donne en fait de l'argent pour vous aider, notamment à trouver un hébergement, pour le déplacement, en tout cas pour tous ces frais que ça peut impliquer. Et vous avez aussi donc un complément financier. Donc ce complément financier forfaitaire qu'on appelle inclusion, donc c'est une espèce de bourse à l'inclusion qui est proposée en fait aux gens qui sont soit en situation de handicap ou bien d'affection de longue durée. Ça peut être aussi des habitants, donc ce qu'ils appellent habitants dans une commune classée zone de revitalisation rurale. Là, comme quoi, il faut vraiment se renseigner, puisque moi, je ne le savais pas au départ. Et je l'ai appris à la fin, comme quoi j'allais pouvoir avoir cette bourse. Et mine de rien, c'est 250 € qui vous sont donnés de manière... Alors, c'est additionnel, hein, donc ils viennent s'ajouter à votre bourse sur critères sociaux et qui vous sont donnés tous les mois. Donc, c'est quand même une assez belle somme d'argent qui vous est donc proposée si vous habitez en fait dans une zone qui est classée zone de revitalisation rurale. Et dans ces cas-là, donc on vous montre en fait... une image en fait de la France avec donc toutes les zones, toutes les communes qui sont classées zone de revitalisation rurale. Et si vous voyez que votre commune apparaît dedans, eh bien vous pouvez demander cette aide. Après, vous avez d'autres catégories, habitants à une adresse classée quartier prioritaire de la ville. Donc vous avez en fait d'autres catégories. Là, c'est vraiment à regarder sur internet si vous faites partie de ces critères-là, et dans ces cas-là, vous pourrez demander également cette aide et qui est plutôt pas mal. Pour les inconvénients, ce qu'on peut y voir et qui personnellement, mais j'en suis aussi concernée, c'est ce qu'on appellerait un choc psychologique initial, le fait de devoir quitter sa famille, ses proches, d'être éloigné d'eux. Au départ, c'est un peu un choc et on a aussi un peu le mal du pays. On arrive dans un pays qu'on connaît pas, avec des gens donc parlant une langue qui n'est pas notre langue natale. Un pays où on va être confronté à des coutumes différentes. Il va falloir en fait s'adapter complètement de A à Z. C'est vraiment partir de zéro. Et évidemment, l'adaptation, ça prend du temps, ça prend plusieurs jours et au départ, c'est pas facile. Je connais des gens qui vraiment étaient prêts à retourner dans leur université d'origine tellement le changement était brutal au départ. Donc, il faut vous dire... Et le deuxième inconvénient qu'on peut y voir, c'est ce que j'appellerais l'effet inverse de l'expérience ou l'effet barrière. C'est le fait en fait de toujours rester dans un cercle de gens qui parlent uniquement votre langue natale pour vous sentir plus en sécurité ou tout simplement plus à l'aise parce que vous vous reconnaissez, parce que vous vous comprenez dans la même langue. Le problème en faisant ça, et il y en a beaucoup qui le font, c'est qu'au final cette expérience elle va pas forcément vous être utile puisque vous allez pas faire l'effort en fait de parler dans la langue. Vous allez revenir et au final vous aurez pas forcément progressé. L'idée c'est pas de rester uniquement avec des Français si on est français, il faut vraiment faire l'effort, prendre l'initiative de parler aussi avec des gens. Alors évidemment, surtout de parler la langue du pays, puisque c'est ce qui nous intéresse, mais aussi profiter que c'est une expérience aussi où vous allez être avec plein d'autres gens qui vont être dans la même situation que vous et qui parleront d'autres langues, et c'est vraiment une invitation aussi à aller vers eux et à communiquer dans une autre langue. J'en vois surtout 3. Le premier, donc, c'est surtout que vous allez développer en fait une nouvelle personnalité, une nouvelle manière d'être qui sera bien mieux que l'initiale. Vous allez devenir plus tolérant, plus sociable, plus autonome, responsable, organisé, curieux de découvrir de nouvelles cultures, plein de qualités que vous allez développer. Vraiment, c'est une expérience super enrichissante.
Vous allez aussi certainement développer des capacités en anglais puisque la plupart des gens Erasmus, beaucoup d'entre eux en fait, vont arriver dans un pays mais sans du tout savoir parler la langue puisque simplement au cours de leur parcours, ils ont été obligés de réaliser un séjour à l'étranger et parfois ils n'ont pas forcément pu choisir la destination qu'ils souhaitaient et donc évidemment ils vont recourir à la langue internationale, l'anglais. Donc c'est aussi une occasion de vous améliorer en anglais. Personnellement, j'ai dû souvent parler en anglais avec des Asiatiques, avec des personnes d'Amérique latine, il y avait vraiment un peu tout et c'était super intéressant. Deuxième avantage, des avantages qui seraient plutôt de type professionnel, donc habilité dans une autre langue, une ou plusieurs autres langues, donc on l'a dit, l'anglais, des capacités communicatives, vous allez développer certainement des méthodes et outils de travail puisque les universités, les enseignants ne vont pas forcément utiliser les mêmes méthodes d'un pays à l'autre, vous allez être invité aussi à trouver votre propre méthode de travail. Capacité d'adaptation à un autre environnement, en effet, puisque vous allez devoir, comme je l'ai dit, vous adapter complètement de A à Z. Par exemple, de mon côté, donc ici en Espagne, j'ai dû m'adapter à de nouveaux horaires pour manger, par exemple. Donc de nouveaux horaires dans la vie quotidienne également, les horaires des magasins, les passe-temps, les activités qu'on pourrait réaliser, il y a énormément de choses. Et vous allez également développer des connaissances dans d'autres domaines, évidemment, par exemple, apprendre donc d'autres cultures en discutant et échangeant avec des gens venant un peu des quatre coins du monde. Et finalement, le dernier avantage, le troisième et dernier, ça serait donc de créer des réseaux sociaux importants, d'avoir fait donc beaucoup de rencontres et vous allez en faire beaucoup, vous allez créer des amitiés, peut-être même trouver la personne de votre vie, qui sait, au final, c'est vraiment une expérience super enrichissante que je recommande énormément et je pourrais en dire encore beaucoup plus des avantages. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que désormais vous voyez un petit peu donc en quoi consiste l'expérience Erasmus. Vraiment de mon côté ça a été vraiment une révolution totale, ça a changé ma vie littéralement et c'est pas du tout une plaisanterie en disant ça. C'est littéral puisque j'ai pris la décision donc de rester directement dans le pays. En tout cas, vraiment, tous ceux qui ont l'opportunité de réaliser cette expérience, vraiment, je vous invite à le faire, à oser faire le pas parce que c'est vraiment super enrichissant. Donc voilà, et bien on se retrouve donc dans une prochaine vidéo et cette fois-ci, je pense qu'on commencera donc avec une leçon de français. Voilà, ciao ciao!